Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. On reviendra dans ce journal sur les premières pistes singulières, pour être gentil, de la réforme constitutionnelle que prépare le gouvernement. Et puis ça bouge dans les universités à Paris et à Paris 8 et à Bordeaux notamment. On ira voir ça de plus près avec Victor Faubert. Et Yanis Mamdi nous emmènera tout à l'heure en Libye en passant par un cinéma. Et enfin, pour terminer ce journal, comme tous les mercredis, ce sera le retour du sémillant Alexis Poulain qui nous parlera, vous allez voir, c'est assez fou, d'une révolution de palais à Bruxelles qui est passée assez largement sous les radars médiatiques. Nous sommes le 7 mars 2018, vous regardez le journal du média, un journal offert par 18 000 citoyens à 67 millions d'autres. Les suites de la réforme constitutionnelle dont nous vous parlions hier et cette première annonce, on s'achemine vers deux modifications majeures sous prétexte d'améliorer l'efficacité du travail des députés, bien sûr. Premièrement, l'impossibilité pour les députés de déposer en séance publique un amendement déjà rejeté en commission ou qui serait jugé hors sujet par rapport au texte examiné par l'Assemblée. Et deuxième modification, là, qui risque de faire plus de bruit, imposer que le nombre d'amendements qu'un groupe parlementaire pourrait déposer soit proportionnel à son nombre d'élus. Une mesure déjà dénoncée par plusieurs constitutionnalistes dans la presse. Le groupe communiste, lui, de son côté, dénonce un coup de force contre la démocratie et une mesure gravissime. Les Républicains jugent le projet proprement scandaleux, je cite, et une atteinte grave à la démocratie parlementaire. Même le MoDem et le président du Sénat, Gérard Larcher, ont exprimé leur émotion. Et du côté de la France insoumise, on est, je cite, radicalement opposé à cette mutilation supplémentaire du Parlement. Fin de citation. Une actualité sociale chargée, très chargée même aujourd'hui, avec pour commencer à Bordeaux et à Paris, des étudiants donc qui se mobilisent dans leur fac, je vous le disais. Et ça n'a pas l'air de plaire en haut lieu, manifestement. Hier, vers 21h, une trentaine d'étudiants qui occupaient un amphithéâtre de la faculté de sociologie de Bordeaux 2 ont été brutalement expulsés par la police. Les étudiants entendaient protester contre la sélection à l'université et réclamaient un lieu de réunion permanent. Épaulés par la brigade anticriminalité, les policiers de la compagnie d'intervention qui ont procédé à l'expulsion ont fait, selon les personnels enseignants et administratifs qui ont publié tout à l'heure un communiqué, un usage inapproprié et disproportionné de la force et proféré des injures à caractère raciste, sexiste et homophobe selon les étudiants sur place. 2 étudiants ont d'ailleurs été hospitalisés. Écoutez le témoignage de Kevin, étudiant en sociologie à Bordeaux 2. Vers 20h30, la police est arrivée. Ils ont mis un petit peu de temps à défaire les barricades et on s'est tenu par les bras pour faire une chaîne humaine pour ne pas bouger. C'était les CRS soutenus par la BAC qui ont commencé en nous tirant du haut de l'amphi, sachant que c'est des marches qui sont super hautes. Ça marchait pas et donc c'est parti sur des coups de matraque sur les personnes qui s'agrippaient au banc pour pas tomber. Ça a continué avec des coups de matraque dans le ventre, des coups de poing au visage, des insultes, sale bougnou, sale gouine, sale négro, etc. Ça fait de manière ultra violente. On a un camarade en fait qui a été interpellé. Il était quasiment inconscient, le visage totalement en sang. Il a été traîné par 4 CRS dans le fourgon et voilà, il était embarqué, il a passé la nuit aux urgences et la garde à vue a commencé à 9h et il a réussi à sortir là dans l'après-midi. On compte plusieurs dizaines de blessés plus ou moins graves. Voilà des propos recueillis par Serge Faubert. Et voilà pour Bordeaux. À Paris 8, ici à Paris, des étudiants et des militants occupent toujours un bâtiment de l'université, comme vous le voyez sur ces images, tournées cet après-midi par Victor Faubert. Sur 2 étages, ils proposent aux exilés un lieu où dormir, manger et vivre en attendant mieux. Cette occupation a commencé voici 1 mois maintenant et elle se déroule de manière très pacifique. Une centaine d'exilés sont hébergés dans la fac et notez malheureusement que personne n'a accepté de répondre aux questions de Victor Faubert. La direction de l'avionneur Airbus maintenant, qui s'apprête à montrer la porte à 3600 employés dans les mois qui viennent. C'est une annonce qui a été faite aujourd'hui à Toulouse après un comité social. Comme beaucoup de mastodontes industriels, le constructeur européen manie son personnel comme une variable d'ajustement. Cette fois, ce devraient être les usines allemandes, espagnoles et britanniques qui devraient être concernées. Malgré un carnet de commandes bien rempli, le triplement de son bénéfice net entre 2016 et 2017 et une action spectaculairement dynamique en bourse depuis le début de l'année, Airbus a besoin de ralentir sa cadence de production.
Alors l'explication, c'est que côté commercial, son gros porteur A380 et son appareil de ravitaillement militaire A400M ont du mal à se vendre, d'où son jeu de dames avec ses employés dans les sites où ils produisent leurs pièces. Et par ailleurs, dès l'année prochaine, le Brexit va rendre le travail transfrontalier plus coûteux entre le Royaume-Uni et le continent. Bref, en plus des départs à la retraite anticipés ou non remplacés, en plus des mutations et autres formules magiques, ce sont surtout les intérimaires qui devraient être priés d'aller voir ailleurs. Et tout cela, surtout en Allemagne, où le statut d'intérimaire est assez courant. La République française vend son patrimoine au secteur privé, ça vous le savez. Cette fois, ce sont les aéroports de Paris, Orly, Roissy-Charles de Gaulle et Le Bourget qui s'apprêtent à être privatisés et à faire les délices de quelques grosses maisons. Selon BFM Business, l'État est décidé en effet à céder l'intégralité de sa participation dans Aéroports de Paris, la compagnie qui chapeaute les 3 célèbres sites. Une nouvelle loi est en préparation pour mi-avril, qui devrait permettre à l'État de descendre sous le seuil de 50% du capital d'Aéroports de Paris, ce qui est interdit aujourd'hui. C'est une vieille idée d'Emmanuel Macron, qui avait déjà ardemment défendu ce projet lorsqu'il était ministre de Manuel Valls, une idée qui faisait encore désordre à l'époque. Toujours selon BFM Business, de nombreux investisseurs auraient déjà manifesté leur intérêt, bien sûr. Et on apprend d'ailleurs que c'est au Forum économique annuel de Davos que tout cela a commencé à être sérieusement discuté cet hiver, avec le groupe Vinci en bonne position pour remporter la mise. J'ajoute que ce sont la Française des Jeux et le fournisseur d'électricité et de gaz Engie qui sont les prochains sur la liste des futurs privatisés, et que tout cela sera piloté par la nouvelle loi, mi-avril donc, du ministre Bruno Le Maire. Une bonne nouvelle quand même pour clore ce volet social. Les grévistes du restaurant McDonald's de Villefranche-de-Rouergue ont enfin signé un protocole de fin de conflit la semaine dernière, après 6 mois de lutte. Tous réintégreront leur poste après avoir obtenu de meilleures conditions de travail et d'emploi. C'est parce qu'ils ont tenu si longtemps que la direction s'engage désormais à écouter leur voix et à la prendre au sérieux. Voilà, on voit que les bonnes nouvelles arrivent quand on ne baisse pas les bras. On passe maintenant à la suite de l'actualité avec Yanis Memdi. Salut Yanis. Salut. Alors tu reviens du cinéma, enfin pas exactement maintenant, mais tu as l'air assez emballé par ce dont tu vas nous parler aujourd'hui. Oui, je vais vous parler du film L'Ordre des choses. C'est un film qui nous raconte l'histoire de Rinaldi. Rinaldi, c'est un policier italien qui est envoyé par son gouvernement en Libye afin de négocier le maintien des réfugiés sur le sol africain. Mais sur place, il se heurte à la complexité des rapports tribaux libyens et à la puissance des trafiquants exploitant la détresse des réfugiés. Pour nous parler du film, j'ai rencontré le réalisateur Andrea Segre. Bonjour Andrea Segre. Bonjour. Alors, la première question que j'ai envie de vous poser, c'est pourquoi avoir décidé de faire ce film? Qu'est-ce qui vous a poussé à faire ce film? Pour entrer dans la psychologie des fonctionnaires européens qui sont en train de développer la stratégie européenne d'externalisation de la frontière, c'est-à-dire de chercher de convaincre les autres pays qui sont des pays de transit comme la Libye de bloquer les migrants. Et vraiment, j'ai eu la curiosité de comprendre quelle est la tension existentielle et les dilemmas qui sont dans la tête des fonctionnaires européens, qui dans ce film-là devient un peu une métaphore de la tête de citoyens européens. Justement, j'ai lu que par rapport à ça, vous êtes énormément documenté avant le film. J'ai lu que vous aviez rencontré même des fonctionnaires, vous avez fait un vrai travail journalistique, si je puis dire. Alors, qu'est-ce qu'ils vous ont raconté et est-ce qu'ils vous ont raconté des choses que vous êtes dites, là c'est trop gros, je ne peux pas le mettre dans le film? Oui, c'est vrai, je racontais beaucoup de vrais fonctionnaires. C'était important pour écrire le film. Aussi, c'était pas trop facile de le rencontrer parce qu'officiellement, on n'a pas eu l'autorisation à le rencontrer. Et la chose la plus importante qu'il m'a raconté et qui m'a vraiment touché, c'était que pour faire ce travail, c'est important de ne connaître pas les êtres humains que tu dois arrêter. C'est-à-dire de considérer les autres comme des nombres et de n'avoir pas la possibilité de ne vivre par les risques de le connaître comme des êtres humains. Et ça, d'un point de vue narratif, pas seulement politique, est très intéressant. Finalmente Rinaldi, benvenuto a Tripoli. Ciao Cogliazzi, come stai?
Où est-ce que vous avez tourné? Comment ça s'est passé? Quelle Libye vous vouliez montrer? Le film est complètement faux et complètement vrai. C'est-à-dire que le film était toute la situation libyenne était reconstruite, toutes les situations du pouvoir politique, parce qu'il y a aussi des scènes qui se déroulent dans le ministère de l'Intérieur en Italie, et toutes ces scènes ont été reconstruites, c'est-à-dire c'est une mise en scène, parce que c'était pas possible de tourner dans le ministère de l'Intérieur ou dans les centres de détention en Libye ou dans les maisons de miliciens libyens. Et on a travaillé avec des Libyens qui sont venus en Italie pour travailler avec nous, et après aussi avec des migrants africains qui sont en Italie, mais qui ont fait le voyage en Libye et qui ont vécu les conditions de détention et les conditions de vie dans les situations de détention en Libye, et ils ont choisi de montrer dans les films les choses qu'ils ont vécues. It's Africa, you know? Have you been in Africa before? Yes. Le ministère de l'Intérieur italien, il a toujours parlé de centre d'accueil pour les migrants en Libye. Et ça, c'est l'idée que la majorité des gens en Europe peuvent avoir, non? C'est-à-dire, si nous n'arrivons pas à gérer la situation ici parce qu'il y a trop de gens qui arrivent, ça c'est la rhétorique. Alors, il faut que nous amène le contrôle de l'autre côté. Mais de l'autre côté, il y a des situations de violence qui sont complètement différentes dans les conditions de détention que nous avons dans la tête dans notre Oui, c'est-à-dire continent. que le terme centre d'accueil ne renvoie pas à ce qu'on peut Le voir. centre d'accueil, c'est une définition intolérable. We'll also make him respect standards for human rights. Human rights. I like it. He was my brother, but I'm very afraid. Open the door. Why? I'm asking you to open that door. L'ordre des choses est un film politique parce que j'avais envie de faire un film politique, un film sur la liaison entre le choix politique et les conséquences dans la vie humaine de ce choix. Bien sûr, je n'imagine pas que le film peut changer les choses, mais j'aime l'idée que le film peut être un instrument de conscience collective et de discussion et que le film peut aider à poser les questions nécessaires. We are drinking Chilean wine in a Libyan house with a French friend. While we're trying to stop Africans from going to Italy. What a crazy world. Voilà l'ordre des choses qui sort aujourd'hui. Mais alors ça t'a plu, toi? Alors oui, moi ce que j'ai aimé, c'est le dilemme auquel fait face en fait le personnage principal, à savoir choisir entre la raison d'État ou pencher vers son côté humain et l'empathie qu'il ressent au moment où la jeune Souad, une Somalienne enfermée dans l'un des centres, lui demande de l'aide. Le film vous met à nu en fait face à la responsabilité européenne et la volonté d'empêcher les migrants de traverser la Méditerranée. En gros, la question qui est posée, est-ce que la tranquillité de l'Europe vaut-elle la misère des exilés? Pour la réalisation, il y a une phrase qui pour moi résume le film, je l'ai piqué en fait dans le magazine Positif, voilà, je vous le dis. Bonne référence. Voilà, et qui dit que le film est tourné avec la rigueur d'une enquête journalistique et la conscience humaniste d'un documentaire, ce qui est totalement le cas. Enfin, il faut savoir qu'en Italie, le film il a fait énormément de bruit, puisqu'il a été projeté à la Mostra de Venise, mais aussi au Sénat italien et au Parlement européen. Le réalisateur nous a même confié avoir été reçu par le ministre intérieur de l'Italie pour parler de ce sujet, donc sur cette question des conséquences de la politique européenne face aux réfugiés. Très bien, Yanis, merci, c'est très intéressant tout ça. Et j'ajoute d'ailleurs que vous vous souvenez peut-être de Médanier, le jeune Érythréen victime d'une erreur judiciaire dont on avait parlé ici le 5 février dans ce journal. C'est ce jeune homme incarcéré en Italie que vous voyez sur ces images depuis 2 ans et qui est accusé d'être un trafiquant de migrants notoire alors qu'il n'est qu'un réfugié ordinaire. Eh bien, sa prochaine comparution devant le tribunal de Palerme où il est jugé est prévue le 19 mars prochain. Son avocat m'a expliqué tout à l'heure qu'il entendait faire comparaître 3 témoins qui disculpent son client, enfin, dont sa sœur, la sœur de son client, et 2 personnes qui ont rencontré le vrai trafiquant avec lequel il est confondu. Alors vous le savez, on suivra cette affaire avec attention. On revient en France maintenant avec un décompte que le média continue de faire et continuera de faire, celui des morts au travail.
car le travail a encore tué hier, en début d'après-midi. Un ouvrier de 32 ans est mort à Nîmes. Il était en train d'installer un garde-corps sur un immeuble en chantier lorsqu'il est tombé d'un balcon d'une quinzaine de mètres. L'inspection du travail a été saisie et une enquête de police a été ouverte. Je rappelle que selon l'Organisation internationale du travail, des chiffres publiés l'an dernier, chaque année, l'Europe compte un peu plus de 200 000 morts liés à un accident ou une maladie professionnelle. Et puis, des nouvelles de la famille Balkany. Patrick et Isabelle Balkany, que vous connaissez sans doute tous, sont accusés d'avoir caché à la République plusieurs millions d'euros à travers des montages financiers. Bien bronzé sur la photo. Et oui, et de jolies maisons de vacances. Du coup, tout s'explique. En France et dans de ravissantes destinations touristiques, eh bien, c'est officiel aujourd'hui. Le 22 février dernier, le parquet national financier a estimé que les preuves rassemblées lors de son enquête sur le couple Balkany étaient probantes. Le couple, mis en examen en octobre 2015, a donc été renvoyé devant un tribunal correctionnel pour fraude fiscale. Sans transition, le Parti socialiste redonne des signes de vie ce soir. Les 4 candidats au poste de premier secrétaire, Stéphane Le Foll, Olivier Faure, Luc Carnouvas et Emmanuel Morel, vont débattre en direct sur LCI et RTL à 21h. Au menu, 3 thèmes, l'exercice du pouvoir, quel modèle de développement, l'Europe et la mondialisation. On va voir donc s'ils sont d'accord. Tout de suite, comme tous les mercredis soirs, c'est maintenant la chronique européenne et un petit voyage édifiant dans la bulle de la Commission. Allons-y. C'est bien, c'est Alexis Poulain. Oui, c'est ça. Bonsoir Alexis. Aujourd'hui Alexis, tu nous amènes une histoire de fou. Hein, c'est un peu le bas empire romain. Mais à Bruxelles, hein, cette fois, avec une petite chanson pour commencer. Oui, une plongée dans la bulle par une chanson. Rappelez-vous, c'était « Putain, putain, c'est vachement bien, on est tous des Européens ». C'est ainsi que chantait la joie d'être Européen, le chanteur belge Arnaud, avec son groupe Tessématique dans les années 80. Alors oui, c'est peut-être vachement bien d'être Européen, mais c'est encore vachement mieux d'être eurocrate. Et rares sont les élus à ce statut mi-homme, mi-fonctionnaire des dieux, qui permet l'accès au sein des saints à Bruxelles, les institutions européennes, avec un Z comme Zeus. Une fois passés les portiques de sécurité, s'ouvre un monde de délices et de volupté, fait de chiffres, de langues officielles et d'accents exotiques, de communiqués, de labyrinthes de couloirs, de directives et de langues de bois. Eh bien, le calme de l'Olympe bruxellaire vient d'être brisé par une révolution de palais, un coup d'État tranquillou de la part de l'ex-directeur de cabinet de Jean-Claude Juncker, j'ai nommé Martin Selmayr. Petit rappel des faits, on écoute Jean-Claude Juncker. J'ai proposé au collège ce matin, décision qui fut acceptée parce que c'est une décision du collège, de nommer Martin Selmayr, mon actuel chef de cabinet, secrétaire général de la Commission. Il a toutes les qualités pour pouvoir remplir cette mission d'une façon aussi exemplaire qu'il a su remplir la mission du chef de cabinet jusqu'à présent. Quel bel accent, Jean-Claude. Eh oui, Martin Selmayr est le bras droit de Jean-Claude Juncker à la Commission. En 14 ans, cet Allemand aux allures débonnaires et aux méthodes douteuses, proche de la CDU et fédéraliste, a monté 4 par 4 tous les étages du pouvoir à Bruxelles, du jamais vu. Et il vient de signer son autopromotion en loose day au poste de secrétaire général de la Commission européenne, alors qu'il était au poste de chef de cabinet du luxembourgeois. Secrétaire général de la Commission, c'est le poste le plus important de l'exécutif européen. C'est enfin régné en maître sur les 33 000 fonctionnaires que compte la Commission européenne. Mais comment est-ce que c'est possible, me direz-vous, de faire un truc pareil? Est-ce que, comment on fait ça pour se placer, Parce que moi, j'ai plein d'idées. Hein, du coup. C'est clair, mais est-ce que l'Europe peut être à ce point pas démocratique? On va dire, mais non. Eh ben si. Tu ne peux pas dire ça. Si. Enfin, pas vraiment. On va dire simplement que, une fois passé quelques années à Bruxelles, certains ont vite fait de prendre des mauvaises habitudes ou de perdre un peu la tête. Et on doit à un pugnace journaliste français, Jean Quatremer, le correspondant de Libération à Bruxelles depuis 1990, cette info qui aurait pu passer en toute discrétion, façon laisse tomber, c'est un truc d'eurocrate, t'y comprends rien. Et oui, finalement, cette info met la bulle de Bruxelles en émoi, elle est sur le
point d'éclater. Quand même. Et oui, en effet, Martin Selmayr, on va rentrer dans quelques détails techniques, ne pouvait pas être directement nommé secrétaire général car il n'avait pas le grade requis. Sa carrière a été celle de porte-parole puis chef de cabinet de Viviane Reding, commission Barroso. Je ne vais pas vous refaire le portrait, on y reviendra peut-être dans d'autres chroniques. Avant de seconder Juncker au même poste, et ça à partir de 2014, une fois qu'il a été élu à la tête de la commission. De tous les grades obscurs du fonctionnariat européen, seuls les directeurs généraux peuvent être nommés après validation par le Collège des commissaires au poste de secrétaire général de la Commission. Avec la complicité de Jean-Claude Juncker et de son cabinet qui ont joué au jeu des chaises musicales, Martin Selmayr a pu accéder au poste via une promo express et la démission de l'ancien secrétaire général Alexander Italianer pour un placard doré de conseiller spécial hors classe. On aurait pu en rester là. Mais non, grâce aux révélations de Jean Quatremer, la commission du contrôle budgétaire du Parlement européen, à l'initiative des Verts allemands, a décidé, suite à cette nomination, de lancer une enquête fin février. Et le syndicat du personnel des institutions européennes, Renouveau et Démocratie, a interpellé le commissaire Günther Oettinger en charge des ressources humaines à propos de cette nomination rocambolesque, le DRH de la commission. Je vais vous lire un passage de cette interpellation qui reste un sabir eurotechno que j'espère vous apprécierez à sa juste valeur. Je respire. S'agissant de la nomination administrative la plus importante au sein de notre institution, il est indispensable et urgent d'assurer la plus grande clarté et de dissiper toutes les critiques, y compris les propos relayés dans la presse, laissant entendre qu'il s'agit là d'un véritable coup d'État, mené à bien avec un petit groupe de comploteurs et avec le silence complice des autres. En particulier, selon cette même presse et ses sources, les règles internes auraient été malmenées, voire délibérément violées. Si ces informations devaient s'avérer fondées, vous conviendrez avec nous qu'il s'agit là d'une procédure absolument inédite et tout à fait étonnante qui impose une explication dépassant les clarifications usuelles transmises jusque-là par le service du porte-parole en réaction aux articles de presse et aux questions des membres du Parlement européen qui en sont arrivés à demander une commission d'enquête parlementaire pour faire toute la lumière sur cette nomination. Fin de citation, bah, c'est pas mal. Fin de citation, il n'y avait pas de virgule, voilà, ça c'est Bruxelles, c'est quotidiennement, vous avez à lire des trucs comme ça. Sylvie Guillaume, qui est la vice-présidente du Parlement européen au groupe SED, a envoyé une lettre ouverte à Jean-Claude Juncker au sujet de cette nomination, demandant que toute la lumière soit faite sur cette affaire, indiquant que les suspicions de conflit d'intérêts, favoritisme et mépris des règles ne peuvent en aucun cas ternir la Commission européenne qui doit être irréprochable sur le respect des règles, étant garante du respect de ces dernières. C'est le moins qu'on puisse dire. Les Verts ont été rejoints par la gauche unie européenne et les libéraux et ont demandé l'inscription du cas Martin Selmayr à l'ordre du jour de la session plénière qui aura lieu la semaine prochaine. Ça va chauffer. Ça va chauffer pour lui. On peut dire que ça paraît mal parti pour Martin Selmayr qui a peut-être joué le coup d'échec de trop et se trouve grillé de facto. Je pense que le prochain ou la prochaine qui occupera le siège de Jean-Claude Juncker ne veut pas se voir affublé d'un tel Savonarole de baraque à frites. On verra la suite du feuilleton la semaine prochaine, mais parfois Bruxelles, ça peut être haletant, un peu comme un House of Cards, vous voyez. Haletant et plutôt marrant aussi. Et inquiétant. Voilà. Merci Alexis, à mercredi prochain donc. À mercredi. Voilà, les gares, les trains, les rails sont notre bien commun, ça vous le savez, depuis une semaine. Nos sociaux sont avec les cheminots comme tous les jours, depuis une semaine. Donc, vous le voyez sur les images qu'on projette maintenant. Je vous rappelle le principe. Prenez une photo, une vidéo, où vous voulez, dans vos gares, dans les trains, le long des rails. Faire des montages aussi. Certains nous ont fait des montages assez étonnants. Les photos sont vraiment magnifiques pour ceux qui aiment voir l'attachement des citoyens à leur service public. C'est assez émouvant. Je rappelle que le train, évidemment, vous le savez tous, est un des piliers de la République. C'est un pilier qui est, en tout cas, en plein bouleversement. Vous pouvez donc mettre ça sur vos réseaux sociaux favoris avec le hashtag avec les cheminots. C'est la fin de ce journal. Merci d'être aussi fidèles et aussi attentifs. Ceux qui ont apprécié cette demi-heure d'information peuvent remercier nos socios qui rendent tout ça possible, ou mieux, devenir socios eux-mêmes, pour que nous puissions continuer tous les jours à vous retrouver à 20h. Restez avec nous ce soir. Vous retrouvez tout de suite après le journal Gérard Miller et son émission Les sujets qui fâchent, consacrée ce soir à la laïcité avec l'historienne Valentine Zuber. Merci, à demain. Bonsoir à tous. Bonsoir.